Bonjour, bonsoir à tous selon le pays à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme toujours, chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, l'affiche de la semaine, l'Express et Frikia ou bien Bola Latina. C'est une première, le Qatar est champion d'Asie 2019, un sacre sur lequel il y a beaucoup à dire et à propos duquel beaucoup de choses ont été dites. L'AFC Corner fait le point sur le titre des Qataris et vous propose un bilan affûté sur cette Coupe d'Asie. Mais avant toute chose, prenons le pouls du continent avec les petites brèves de la balle orientale. Tandis que l'Orient s'apprête à s'éveiller, le Ponant a repris son train-train quotidien. Et de quelle manière en Iran ? L'attaquant nigérian du Persepolis a pris tout le monde de court en signant pour l'archi-rival des Rouges de Téhéran, Esteghlal. Le Taj aura bien besoin des prouesses du joueur de 29 ans pour tenter de rattraper le trio de tête Padideh Khorasan, Sepahan et le leader Persepolis bien sûr, qui s'est consolé de ce départ en s'attachant les services du Croate Mario Budimir. Côté sélection, ça jase également. La jeune vedette de 24 ans, Sardar Azmoun, dont les prouesses en Coupe d'Asie ont été récompensées par une signature au Zénith Petrograd, a épinglé sa fédération en dévoilant dans la presse que le Qatar aurait payé l'ensemble de leur stage à l'Aspire Academy en préparation du tournoi continental. Sardar affirme également ne jamais avoir touché les primes de victoire contre l'Oman et la Chine, contrairement aux affirmations de la FFIRI. Nous ne voulons pas de récompense, nous voulons seulement qu'ils arrêtent de mentir. Comment pouvions-nous gagner le titre dans ces conditions ? De plus, depuis le début de la compétition, beaucoup nous mettent sous pression en disant que l'Iran doit remporter le titre. Une drôle d'ambiance qui pourrait refroidir Bert van Marwijk, pressenti selon le journaliste saoudien Saad Al-Arti pour reprendre les rênes de la team Melli. En Arabie Saoudite, faute de remplir les objectifs fixés par le club et malgré 3 victoires consécutives, l'Argentin Pablo Guede est remercié par Al-Ahly. Son désormais ex-dirigeant Abdullah Al-Saban se charge de remplir la case commentaire dans le bulletin de notes. En début de saison, le travail du coach a été bon, mais dans un contexte d'attente importante et d'une pression populaire importante de la part des supporters, mon avis est qu'il faut un coach d'expérience capable de composer avec ça. Guede a été dispersé et déstabilisé par ces conditions. Al-Ahly a besoin d'un grand entraîneur. Cette équipe est très exigeante et ne connaîtra pas le succès avec de petits entraîneurs ayant une expérience modeste et qui ne viennent que pour apprendre. Salé. Au classement, c'est le Al Hilal de Bafé Gomis qui domine les débats à mi-parcours, 6 points devant Al Nasser et 9 devant Al Shabab. Ces derniers devancent Al-Ahly qui échoue donc pour le moment au pied du podium avec un petit point de retard. Au Qatar, Al Doual frappe un grand coup en signant la pépite japonaise Shoya Nakajima en provenance de Portimonense au Portugal. Selon le média japonais Ochi Sport, Al Doual, qui appartient au cheikh Al Tamim, également propriétaire du Paris Saint-Germain, ne serait qu'une passerelle. Comprenez, ce transfert servirait à contourner le fair play financier et faire venir Shoya Nakajima au PSG à l'été 2019. Intriguant. À la barre du sprint final, c'est pourtant Al Sadd et Xavi qui occupent la première place, 2 courtes unités devant Al Doual justement. Al Sailiya complète le podium, tout de même relégué à 10 points du leader. Et donc, à l'ouest, rien de nouveau ? Pas tout à fait. En Australie, le défenseur du Sydney FC, Ryan Grant, a fait part de son ambition de devenir le joueur le plus capé de son club. Avec 179 matchs au compteur, le joueur de 27 ans devra dépasser les 253 rencontres d'Alex Broski, série en cours, puisque son capitaine est encore sur le pont à 35 balais. Un vrai mutin ce Ryan Grant. Côté championnat, après 17 journées de passé, Perth Glory continue sa bonne saison en survolant la phase régulière, devançant Melbourne Victory de 4 longueurs et le Sydney FC justement de 5.
Loin, 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 loin derrière, les Newcastle Jets comptent désormais 8 points de retard sur le néo-zélandais Wellington Phoenix, 6ème et occupant du dernier strapontin pour les séries finales. Coup dur pour le vice-champion du Vietnam, le Tanoa FC, lâché par son sponsor principal, le FLC Group, géant vietnamien de la finance. Conséquence inévitable, la fuite de ses cadres, notamment le buteur Papé Omar Faye et le gardien Bui Tien Dong, partis tous deux grossir les rangs du champion en titre, le Hanoï FC. À un mois de la reprise, voilà qui est plutôt enquiquinant. Terminons en prenant des nouvelles de la Ligue des Champions d'Asie si vous le voulez bien, qui s'apprête à lancer son second tour de qualification. À l'Est, les Ouzbeks Paktator et AGMK rencontreront respectivement l'Irakien Al-Roi Al-Khawiya et le Tadjik Istiklol. Les Iraniens Saipa et Zob Haan seront pour leur part opposés à l'Indien Minerva Punjab et au Koweïtien Al-Kuwait. À l'ouest, le Malais Perak affrontera le hongkongais Kichi, l'Australien Newcastle Jets défiera l'Indonésien du Persija Jakarta. Enfin, le Thaïlandais Shanghai United tentera de se défaire du Birman Yangon United, pendant que son compatriote Bangkok United, je vous le donne en mille, se coltinera le champion vietnamien, le Hanoï FC. Pfiou, cet exercice de prononciation passé, voici mes maxillaires fin prêtes pour ouvrir notre bilan tant attendu de la Coupe d'Asie 2019. Allez, roulez jeunesse. C'est parti pour ce débrief final, cet ultime débrief de la Coupe d'Asie 2019. On s'était quitté sur la phase de poule et nous voici pour reparler. Bon, on va parler surtout des derniers rounds, demi-finale, finale, bon, un petit peu huitième, quart de finale, enfin, on va parler des grosses équipes. Et pour parler de cette Coupe d'Asie, comme la dernière fois, j'accueille Nicolas Cougo. Comment vas-tu, Nicolas ? Salut Simon, bah écoute, ça va très bien, et tout. J'espère que toi aussi, ça va très bien. Ça va très bien, écoute, j'accueille également Jordan qui était avec nous la dernière fois, pour qui c'est la deuxième émission. C'est ça, bonsoir Simon, bonsoir à tous. Et un revenant parmi nous, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, mais le voici de retour, notre cher petit coréen Baptiste Mourigal. Salut Simon, tu m'avais manqué, ça va bien ? Oh bah oui, toi aussi tu nous avais manqué, mon Baptiste. Quand tu parles, il y a comme un il y a comme un arrière-fond de K-pop. K-pop, puisque après tout, tu suis un petit peu le Japon. Ouais, mais également. la K-pop c'est mieux quand même. Mais la K-pop c'est mieux. Le débat est clos là-dessus. On laissera les gens trancher sur les réseaux sociaux et les forums consacrés à cela. Alors on va parler de la compétition, et pour parler de cette compétition, parlons du vainqueur. Rendons hommage, ma foi, au vainqueur de la Coupe d'Asie 2019, qui est, je crois que vous l'avez entendu, chers auditeurs, dans les médias, je pense, qui est le Qatar. Et oui, qui est une demi-surprise, puisqu'on savait qu'il y avait beaucoup de travail autour du football en préparation de la Coupe du Monde 2022. On ne savait pas encore vraiment où en était ce travail. On en a un très bel aperçu, puisque ils se sont qualifiés brillamment en huitième de finale. Huitième de finale, 1-0 contre l'Irak, ce qui reste une performance. Ensuite 1-0 contre la Corée du Sud, c'est jamais facile. 4-0 contre le voisin émirati en demi-finale, et 3-1 contre le Japon. En plus de faire une grosse performance, c'était un gros parcours quand même pour les Qataris. Irak, Corée du Sud, Émirats, Japon, Émirats Arabes Unis, Japon. C'est une grosse performance sur un gros parcours. Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'en dis-tu, toi, Nico ? Je crois que tu le soulignes avec justesse. C'est pas un parcours anodin, tu vois. Il pourrait avoir hérité de ce qu'on appelle les fameux tirages faciles. On avait déjà souligné qui nous avait paru assez impressionnant dans leur cohérence dans le jeu et dans ce qu'ils avaient montré sur la phase de groupe. Ils ont continué. Il a fallu quand même attendre la toute fin pour qu'ils prennent enfin un but dans cette compétition. C'est quand même pas une performance anodine. Et puis voilà, on l'avait souligné dans le dernier podcast, ils ont des arguments dans le jeu. Je suis pas complètement persuadé qu'ils s'attendaient à gagner. On s'attend jamais à gagner une Coupe d'Asie ou une compétition continentale, mais j'aurais tendance à penser on l'avait dit, ils étaient dans l'optique de préparer 2022.
Je pense qu'ils s'attendaient pas à aller aussi vite et ils sont allés très très vite. Et écoute, que dire de plus à part que sur le terrain, il y a absolument rien à dire. La victoire du Qatar est incontestable. Incontestable et qui souligne encore une fois le travail du coach Sanchez, dont tu avais fait à propos duquel tu avais fait un très bon article sur Lucarne Opposé, Jordan. Quel est ton avis sur cette performance des hommes du coach espagnol? Bah déjà, c'est clair que c'est une surprise de voir le Qatar gagner la Coupe d'Asie. On le rappelle, donc au début du tournoi, c'est quand même la 16e équipe sur les 24 engagées. Enfin, c'est la 16e équipe classée le plus loin au classement FIFA. Et en dehors de ça, quand on voyait les grosses nations présentes, type Iran, Corée du Sud, Japon, même Australie, le Qatar ne faisait pas partie des favoris. Donc les voir gagner cette Coupe d'Asie des Nations 2019, c'est une surprise. Mais dans les faits, dans le jeu, dans ce qu'ils ont montré dans cette compétition, c'est tout sauf une surprise en fait. Puisque depuis leur premier match jusqu'au dernier, ils étaient dans la même continuité, ils produisaient toujours un peu le même type de jeu, pas toujours basé sur la possession, mais ils savaient bien utiliser le ballon quand ils l'avaient, ils savaient faire le dos rond, bien défendre quand il le fallait aussi. Et au final, il n'y a rien de plus logique que de voir le Qatar s'imposer. Pour ceux qui n'ont pas suivi tous les matchs, il y a tous les comptes rendus de cette Coupe d'Asie sur Lucarne Opposé. Et vous verrez qu'on parle souvent de jeu dans ces articles. Et pour moi, la victoire du Qatar, c'est mérité. On en reparle, comme j'en avais parlé dans l'article sur Félix Sanchez. C'est un travail de sape depuis de nombreuses années qui est fait autour du Qatar. Et Félix Sanchez, il connaissait parfaitement ses joueurs. Il les a entraînés en équipe de jeunes. Et donc, ce mélange jeunes joueurs avec joueurs plus expérimentés, c'était la recette parfaite pour gagner ce tournoi et chapeau au Qatar. Chapeau bas au Qatar, et puis comme le disent si bien les médias argentins, puisque le Qatar ira en juin à la Copa América pour continuer d'égrener de l'expérience en compagnie du Japon d'ailleurs, le finaliste. Le Qatar ira donc à la Copa América, sera dans le groupe de l'Argentine, et comme le disent les médias argentins à leur sélection, attention au Qatar, il ne faut pas les prendre de haut. Alors cette victoire du Qatar, on connaît la réputation qu'a ce pays, même cette région du monde, surtout dans le football, par chez nous. Et inévitablement, la victoire du Qatar a été énormément critiquée, en particulier, et comme d'habitude, en ce qui concerne l'authenticité de l'effectif. Voilà, hein, aussi une critique, c'est pas du football, mais une critique qu'avait subi l'équipe de handball lors du mondial, il y a quelques années, mondial de handball, chez eux d'ailleurs, il me semble. En 2015, ouais. En 2015, avec Ils avaient fait ce que tout le monde est en train de leur reprocher actuellement, c'est-à-dire qu'ils avaient recruté entre guillemets, ils avaient naturalisé énormément de joueurs, exactement. dont un Français qui avait été champion du monde avec l'équipe de France. Donc, Dont un Français, et oui. Et là, Au handball, il y a la possibilité d'avoir de changer de sélection. Ce n'est pas possible au football. Et il y a d'ailleurs un Français ou un natif de France dans cette équipe du Qatar. On a entendu beaucoup de choses à ce sujet, notamment concernant les joueurs. Le joueur, la grosse vedette, la grosse révélation de cette Coupe d'Asie, Almoez Ali, mais également à propos du défenseur Bassam Al-Raoui. Nicolas, il y a des choses qui t'ont fait grincer des dents. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bah tu l'as dit, ça me fait pas mal grincer des dents parce qu'en fait, et justement, notamment ces histoires de naturalisation, en fait, ce qu'on a vu avec la victoire, et parce que jusqu'ici, il faut le dire aussi, hein, on était à peu près les seuls à offrir un suivi continuel de la Coupe d'Asie, personne ne le faisait, ni les grands médias. Et on a vu, voilà, depuis, on voit des articles, on voit des podcasts, on voit des vidéos. On s'aperçoit souvent, et de toute façon, il suffit pas de creuser longtemps pour s'apercevoir que les gens qui écrivent, ou parlent, n'ont absolument pas vu le moindre match de la compétition. Et ils vont venir nous ajouter. Alors parfois, on est un petit peu en plus droit de la géopolitique de comptoir, mais bon, ça, c'est pas grave. Quoique, mais c'est surtout qu'on a, voilà, on a des espèces d'informations qui arrivent qui sont pas forcément tout à fait vraies, pas forcément tout à fait fausses, qui sont souvent des raccourcis malhonnêtes. Tu parlais du Qatar il y a un instant. Du handball il y a un instant, c'est absolument pas comparable à ce qui vient de se passer, ce que fait le Qatar avec la sélection. Et ce qui est terrible, c'est que tous ces raccourcis-là,
on le voit nous aussi, à notre petit niveau, dans nos réponses aux articles ou parfois sur les réseaux sociaux, où tout de suite on voit des choses qui arrivent sur le côté magouille, le côté argent, le côté naturalisation. Alors bon, je comprends, ça, quand on est un média, dès qu'on met Qatar, ça fait du clic sur les papiers, ça fait des vues sur les vidéos, ça fait des écoutes sur les podcasts. Mais bon, il y a un moment où il va falloir être honnête, parce que je vais prendre juste pour revenir uniquement sur l'exemple des naturalisations soi-disant sauvages, et de ce parallèle qui a été fait avec le hand. C'est totalement malhonnête de mettre déjà ces deux idées côte à côte. Parce que, voilà, on a eu une réclamation qui a été faite par les Émirats Arabes Unis après le 4-0. On va pas revenir, et justement, je parlais il y a un instant de géopolitique de comptoir, donc on va certainement pas en faire, mais on sait très bien pourquoi les Émirats Arabes Unis ont fait une réclamation après le 4-0. Elle a été rejetée, mais on a vu aussi, et on n'a surtout pas eu, contrairement à ce que certains ont laissé croire, une grande vague d'indignation au sein de la zone sur les naturalisations de Bassam et de Almoez. C'est pas vrai. L'Irak, par exemple, qui a été éliminé par Bassam, n'a jamais fait appel, n'a jamais posé le moindre recours, et la fédération a commencé à bouger quand des journalistes britanniques, pour la plupart, se sont mis à essayer de fouiller pour générer des polémiques. Et là, on voit que tout le monde s'est mis à hurler avec la meute. Tu vas me dire, c'est un peu le principe quand on est un loup, on hurle avec les autres. Mais voilà, il y a des questions. Où étaient-ils ces gens-là quand Bassam et Almoez ont gagné la Coupe d'Asie en 2010 avec les U19, avec le Qatar? Où étaient-ils quand il y a eu la Coupe du Monde des U20 à laquelle ils ont participé avec le Qatar? Pourquoi personne ne parle des Africains du Kirghizistan? Voilà, tu vois, c'est toutes ces choses-là qui font que ça me perturbe. Alors je sais très bien que quand on défend il n'est pas question, surtout pour nous, de dire on va défendre tout ce que fait le Qatar, même si je sais que chez beaucoup de ces gens-là qui vivent dans un monde noir et blanc, ce que je fais là, c'est défendre le Qatar. Mais nous, on est là pour parler de football. J'aimerais que les gens, et j'aurais aimé que tout le monde parle de football, mais pour cela, il aurait fallu regarder les matchs, parce que sur le contenu, ce Qatar-là a proposé des choses qu'aucune autre nation n'a proposées. On va en parler dans ce podcast. On va parler des mondialistes qui, pour beaucoup, ont été très décevants dans le jeu. Le Qatar a fait des choses. Alors oui, le Qatar a de l'argent, mais le truc, c'est que le Qatar ne fait pas n'importe quoi avec son argent. Je veux dire, dans la zone, par exemple, tu as l'Arabie Saoudite qui n'est pas tellement pauvre. Elle n'a jamais fait ce que fait le Qatar. Et donc voilà, ce qui me gêne, c'est ça. Au nom du buzz, on est en train d'instiller ces petites idées de magouille, quelles qu'elles soient, comme étant le principal argument de réussite d'un pays qui s'est mis à bosser. Je l'ai dit en ouverture, je pense qu'ils n'étaient pas préparés, entre guillemets, parce que même si on ne l'est pas, pour fixer comme objectif d'aller gagner cette Coupe d'Asie, elle arrive très très vite pour eux. Et c'est là maintenant que ça va être intéressant, parce qu'il va falloir gérer. Mais voilà, tout ça, franchement, c'est insupportable. Et j'invite donc, en gros, les auditeurs, alors tu as évoqué le papier de Jordan sur le boulot de Félix Sanchez, à aller lire ce type de papier-là. Je les invite à lire, par exemple, le papier qu'a écrit Benjamin Bruchet pour Furia Liga, qui est sur le travail, justement, qui est mené par les Espagnols au Qatar depuis une dizaine d'années. Voilà, là, ça parle de football, et ça permettra de comprendre pourquoi en 2022, il pourrait être bien plus gênant, footballistiquement parlant, que prévu, et pourquoi aussi ils sont en train de gagner, et puis ça sera déjà bien mieux que de donner de la visibilité à ce genre de papier plutôt qu'à propager des gens qui fantasment et qui agitent des fantômes. Enfin voilà, ça m'a véritablement irrité. Je trouve ça dommage d'avoir volé une victoire sportive au nom de pseudo-magouilles dont on n'a absolument aucune évidence. Oui, d'ailleurs, peut-être qu'un jour, le Brésil portera réclamation après une élimination en quart de finale contre l'Espagne sur un but de Diego Costa, ou peut-être que certaines équipes battues par le Portugal reviendront sur des buts de Diego, ou peut-être qu'on s'en offusquera après coup. Enfin, voilà, c'est pour dire qu'il faut faire attention parfois à certaines réputations. Le Qatar est peut-être victime de sa réputation et de certains stéréotypes, certains clichés. Voilà qui est dit. Alors là, j'ai envie de dire que les points sont remis sur les i de la part de Nico. Chers auditeurs, je vous laisse faire votre avis, bien entendu. Et pour ma part, je mettrai le mot, du coup, Qatar en énorme dans le titre pour faire du buzz, des clics, des vues. Et bravo, en tout cas, au Qatar, puisqu'on va quand même souligner la performance sportive. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Donc bravo, car en effet, le travail de Félix Sanchez nous a offert du très beau jeu, une très belle équipe, quelque chose de très plaisant, très frais à voir. Parlons un petit peu du finaliste du Japon.
qu'on avait très peu évoqué lors du premier podcast du bilan des phases de poule, parce que le Japon en huitième de finale de Coupe d'Asie, bon, what else, on n'en doutait pas qu'ils arriveraient à ce stade-là. Par contre, on ne savait pas trop si l'équipe, avec tout le talent qu'elle peut avoir, l'équipe était armée, préparée pour aller aussi loin, j'entends une finale. Quart de finale, ok, demi-finale éventuellement, mais finale, on ne savait pas trop. Eh bien, ils l'ont été, finalistes. Mais ils l'ont perdu, cette finale. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire du Japon? C'est une bonne ou une mauvaise compétition au final? Au final, c'est une bonne compétition parce que ils ont, enfin, leur objectif, bon, c'était de le gagner parce que c'est quand même l'équipe qui était le plus loin l'équipe asiatique qui était le plus loin au mondial. Mais quand on voit les choix qui ont été, enfin les choix, pas forcément les choix, mais les absents les absents dans cette équipe, dont Shoya Nakajima qui s'est blessé juste 3 jours avant, on se dit quand même qu'ils ont fait quand même un très très bon travail pour aller jusqu'en finale. Après, au niveau du jeu, ça n'a pas été ça. Enfin, on va pas le cacher, hein, ils ont dû être bons sur 2 matchs, donc, dont celui face à l'Iran, mais ils ont bien profité du craquage complet de l'Iran. Mais derrière, ouais, ça n'a pas été exceptionnel. On sent bien que Shoya Nakajima est le meilleur joueur de cette équipe, même s'il n'a pas encore beaucoup de sélections, mais son absence a fait énormément défaut, notamment en attaque. Puisque quand on voit même Siritsu Dohan est un très bon jeune joueur et en très grande progression aux Pays-Bas, on voit qu'il a besoin d'un joueur un peu plus, on va pas dire, c'est pas expérimenté, mais un peu plus, qui ose beaucoup plus, qui a beaucoup plus confiance en lui, Ambitieux. voilà, ambitieux comme Shoya Nakajima, qui lui, pour le coup, est capable de porter une équipe à lui tout seul, hein. Il l'a fait dans les équipes de jeunes avec le Japon, il a réussi à le faire par moment avec le FC Tokyo, voilà, donc on sait que ce mec-là, il est carrément un leader en puissance du Japon. Donc à réussir à aller en finale sans lui, c'est plutôt bien. Pour la manière, on repassera, mais ouais, l'objectif, on va dire qu'il est réussi. C'était au moins d'atteindre la finale. Après, ils ont perdu face au Qatar, mais le Qatar, je pense qu'ils pouvaient battre tout le monde sur cette compétition, hein. Peu importe qui ils avaient en face, ils pouvaient gagner. Donc, je pense qu'il n'y a pas énormément de regrets à avoir. C'est surtout quand on voit le début de compétition, je le rappelle, hein, Shoya Nakajima pas là 3 jours avant. Ça peut être quand même un gros coup au moral pour tout le monde. Et arriver en finale, et chapeau. Franchement, c'est déjà d'une part, c'était mérité, c'était un bon travail. Satisfaisant donc de la part des hommes de Hajime Moriyasu. Est-ce que, rapidement, est-ce que tu peux nous dire si selon toi il y a quelque chose de pérenne dans le travail accompli par Monsieur Moriyasu, ou est-ce que c'est un petit peu un one-shot? Est-ce que le Japon est arrivé là par ce qu'on appellerait l'expérience de sa sélection, l'expérience Bah, globale de sa sélection? c'est dur à dire parce qu'ils ont quand même beaucoup de problèmes encore, hein, et Moriyasu est là que depuis la fin de la Coupe du Monde. Donc, oui, il s'est appuyé sur des joueurs un peu expérimentés. Il a, il a essayé quand même d'apporter du sang neuf, mais tu sens quand même que c'est un entre-deux. Ce style de compétition de Coupe d'Asie juste après la Coupe du Monde, pour de nombreuses équipes asiatiques, notamment le Japon et la Corée du Sud, c'est un peu entre deux eaux, c'est-à-dire qu'ils viennent de nommer un nouveau sélectionneur qui, lui, pour objectif la prochaine Coupe du Monde. Donc il arrive, il est encore en phase de test, il ne sait pas trop quoi faire, mettre tout de suite du sang neuf, récupérer des anciens, garder le même groupe, tu vois. Ils savent pas trop quoi faire. Donc, savoir si ça va être sa base de travail, je peux pas te le dire parce que je pense pas que dans 4 ans, il y a certains joueurs, qui sont encore là comme, Yoshida, comme Nagatomo, dans 4 ans, ces mecs-là, tu sais pas s'ils seront, Commenceront à enfin, se faire vieux, donc oui. maintenant dans 3 ans, tu sais pas s'ils seront encore là, tu vois? Donc, c'est un peu compliqué à dire. Certes, il a une petite base, Ritsu Doan dans 3 ans, il sera encore là, hein. Il y aura pas Yuya Osako, il y a des chances aussi, heu Junya Ito également, enfin, tu vois? Mais voilà, tu peux pas encore dire que, c'est sur ça qu'il va vraiment se baser. Moi, je pense ils ont 3 ans de travail. En plus, leur premier objectif, c'est l'année prochaine, ça va être, 2020, les JO de Tokyo. Donc, est-ce qu'il va changer tout à partir de maintenant pour se
projeter sur 2020? Est-ce qu'il va continuer de travailler pour 2022? Voilà, surtout que le Japon, tu sais pas trop à quoi t'attendre. D'accord, compliqué. Donc l'avenir reste brumeux pour le Japon. Tu en as parlé, tu l'as évoqué, l'Iran, et tu as surtout évoqué la sortie de route de l'Iran. L'Iran était la grosse cote de la compétition. L'Iran a roulé sur la phase de poule, roulé entre guillemets sur son huitième de finale, roulé contre l'Oman, roulé sur la Chine en quart de finale, 2-0 contre l'Oman, 3-0 contre la Chine, a fait une première mi-temps tout à fait correcte contre le Japon, hein, mais le Japon n'est pas un kidam sur la scène continentale asiatique, et patatras ou badaboum, je ne sais pas, en tout cas la grosse machine iranienne a complètement volé en éclats. Une équipe qui en seconde mi-temps, 3-0 au final pour le Japon tout de même. Alors l'Iran était jusqu'alors une équipe réputée pour sa solidité physique, certes, son sérieux dans le jeu et une certaine constance, une certaine solidité mentale. Comment une équipe aussi forte dans sa construction, dans son collectif, a pu vriller ainsi? Moi, l'Iran, j'en faisais mon favori pour la compétition. Mais c'est vrai que donc, pour leur première sortie, ils ont été très solides, très très solides. Et je pensais vraiment que contre le Japon, ils pouvaient passer. Mais en fait, ils sont passés complètement à côté de leur match. Cette première erreur, là, c'était en début de seconde période, si je me rappelle bien. Il y a eu une pince en rentrée totalement mal ajustée. Et donc, il me semble que c'est Minamino qui a récupéré le ballon, qui a marqué. Et à partir de là, ils se sont écroulés et ils se sont jamais relevés. Donc c'est vrai que c'est le bilan de l'Iran sur cette Coupe d'Asie, c'est quand même de perdre en demi-finale comme ça 3-0 contre le Japon. C'est quand même assez décevant par rapport aussi à ce qu'ils nous avaient montré depuis le début de la compétition et aussi par rapport à ce qu'ils nous avaient montré lors de la Coupe du Monde en Russie. Toi, Nicolas, qu'est-ce que tu penses que la situation, en tout cas, je me suis demandé si les rumeurs tournant autour du départ qui s'est avéré véritable de Carlos Queiroz étaient peut-être une vérité dans le vestiaire, ont peut-être troublé certaines choses? Écoute, c'est une bonne question, ça on n'aura pas forcément la réponse. Je pense que le départ de Queiroz était plus ou moins connu avant, hein. Franchement, c'était un secret de polichinelle qu'il ne renouvellerait pas, qu'il ne repartirait pas sur un cycle de 4 ans. Parce qu'après la Coupe d'Asie, tu repars sur un cycle pour la Coupe du Monde. Je pense qu'on peut dire. Enfin, l'Iran nous a fait une Mexique, hein, faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire qu'au moment où on les attend, où ça doit passer tranquille, ils explosent dans leur tête. Jordan l'a dit, c'est ce premier but a fait exploser les têtes. Je sais, c'est très compliqué d'expliquer ce qui peut se passer dans les têtes des joueurs. On n'est pas à leur place. J'aurais tendance à dire quand même que et on se rappelle par exemple, j'associe notre idée, la Coupe d'Asie précédente, il se gaufre face à l'Irak. Donc voilà, il y a un truc, il y a quelque chose, il y a une espèce de cap qui est pas franchi. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on peut dire que par rapport aux autres mondialistes, et Baptiste l'a évoqué avec le Japon, on va l'évoquer encore, et Baptiste va encore l'évoquer avec la Corée du Sud, l'Iran était le seul à être dans une continuité avec comme objectif cette Coupe d'Asie, véritablement. Les autres sont tous en reconstruction, hein, parmi les mondialistes, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie. L'Iran, on était... j'avais envie de dire que le cycle, et d'ailleurs c'est le cas, le cycle iranien, le cycle Queiroz, avait non pas comme fin à la Coupe du Monde, mais comme fin à la Coupe d'Asie. Et de fait, au final, ce qu'a fait l'Iran, c'est un échec. Et d'autant plus renforcé qu'ils ont quand même complètement écrasé, tu l'as dit, tous les matchs précédents. Il n'y avait absolument pas photo. On ne voyait pas qui pouvait aller battre l'Iran. Même le Qatar, on ne les voyait pas battre l'Iran. Donc ouais, pour moi, c'est un échec. Et les explications, je ne suis pas convaincu que même eux les aient. C'est tout à fait vrai, c'est exactement ce que j'allais dire, parce que même le site persianfootball.com, dont nous avions interviewé Martine Razi sur Lucarne Opposée, le rédacteur en chef de ce site anglophone qui parle de football perse, eux se posent aussi la question, et c'est ce qui semble ressortir de tous les fans de football, des propos de tous les fans de football perse, c'est que tout le monde se demande ce qu'il s'est passé. C'est assez incompréhensible. Tu allais dire quelque chose, Jordan? C'est ça, ouais. Pour en revenir au match contre le Japon, le premier but, c'est pas une passe en retrait manquée, en fait c'est un joueur, c'est Minamino. Il était sur le côté gauche, il tombe, se relève, et en fait, au moment où il tombe, tous les Iraniens sont allés voir l'arbitre. Enfin, ils étaient 5, il me semble, défenseurs. Ils ont couru vers l'arbitre pour demander faute, simulation. Et en fait, l'arbitre n'a rien sifflé. Et du coup, Minamino, il se relève, il centre. Et tête de Osako et 1-0. Alors, ils sont complètement arrêtés de jouer alors que ça continuait. L'arbitre n'avait rien sifflé.
Et à partir de là, je pense que c'est vraiment un coup derrière la tête qu'ils ont pris. Et après, pour se remettre dans le match après ça a été très compliqué. Et le Japon a très bien joué les coups qu'ils ont eu derrière. Et oui, et bon, écoutez, la Team Melli garde toutefois une équipe pleine de talent et relativement jeune. Alors espérons pour eux, pour les Léopards, que la fédération et l'équipe travaillent sur l'héritage, avec l'héritage laissé par Carlos Queiroz pour le futur. L'autre demi-finale opposait donc le Qatar à son voisin, on va pas faire de géopolitique de comptoir comme l'a dit Nicolas, mais à son voisin Émirati, les Émirats Arabes Unis, avec qui c'est pas la forte entente, mais on ne va pas en parler. Pour les Émirats Arabes Unis, j'ai envie de dire que ça progresse un peu, mais toujours pas de victoire finale chez eux en plus. Ils sont régulièrement placés, 3e en 2015, bon, vous allez me dire ça datait avant, 4e en 92. Qu'est-ce qui manque aux Émirats Arabes Unis pour être un gros ? Voilà une bonne question. Après, ce qui leur manque, je t'avouerai que j'ai pas forcément la réponse. Je suis pas convaincu que demi-finale ça soit une mauvaise perf pour eux. Évidemment, quand t'es pays hôte, tu ambitionnes d'aller au moins en finale. Mais voilà, il faut pas oublier entre guillemets d'où ils viennent. Ils ont pas non plus convaincu grand monde dans le jeu, dans cette compétition. Je ne sais pas trop comment ça a été ressenti l'élimination. Bon, enfin pas par l'élimination par le Qatar, mais on va dire l'élimination en demi-finale. Qu'est-ce qui leur manque pour être à la hauteur des autres par exemple, pour être à la hauteur du Japon et de la Corée du Sud, bon courage. Pour être à la hauteur du Qatar, vu les projets sportifs mis en place par le Qatar, il leur manque le même type de projet sportif. Après, franchement, autant parler d'échecs pour l'Iran, autant je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, je n'irai pas parler d'échecs pour les Émirats Arabes Unis. Très honnêtement, c'est bien, je trouve, qu'ils soient en demi-finale déjà. Ouais, c'est ça. Dire qu'il leur manquait leur meilleur joueur et sans doute l'un des meilleurs joueurs en Asie, Omar Abdulrahman, qui était blessé. C'est quand même pas rien, quoi. Là, c'était la vedette de cette compétition. Et le gars, il s'est blessé, il s'est fait des croisés, je crois 2 mois avant. Et voilà, pour une équipe qui repose essentiellement sur lui, c'est un gros coup dur, sachant que à son âge, je pense qu'il en fera pas forcément plusieurs derrière. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment ça qui leur a manqué. Et c'est pour ça qu'à la limite, on peut pas parler d'échecs de les voir en demi-finale. Voilà. C'est vrai que j'avais oublié le fantastique Omar, mais voilà quoi. Au final, on les attendait pas plus haut. Non, en effet, dans ces conditions, difficile de dire des Émirats Arabes Unis que cette demi-finale soit une mauvaise performance. Après, on se pose la question rapidement. Toi, Jordan, qui avait fait un article, on le rappelle, là, sur le travail accompli par le Qatar autour notamment de Félix Sanchez, la Fondation Aspire. Les Émirats Arabes Unis investissent également dans le football, Manchester City, des stades, des clubs, beaucoup de recrues dans leur club. Quelle est la différence du coup avec le travail et les investissements qataris ? La différence déjà au niveau du terrain, pour parler de jeu, déjà les joueurs ils sont intrinsèquement moins talentueux que ceux des Qataris là, sur cette compétition, parce qu'au niveau du jeu, de ce qu'ils ont proposé, ça a été poussif. Ça a été poussif du début jusqu'à la demi-finale. On rappelle, ils ont failli se faire sortir par le Kyrgyzstan en 8e. Il me semble qu'ils les ont éliminés après prolongation. Ensuite, contre l'Australie, pareil, en quart, ça a été très poussif. Mais ils les ont battus 1-0. Et après, en demi-finale contre le Qatar, ça a été, ils se sont fait étrier totalement 4-0. Donc les Émirats Arabes Unis, je pense que, comme le disait Nicolas, une demi-finale, c'est un bon résultat par rapport à ce qu'ils ont montré. Après, c'est pas le tout d'investir dans des bonnes installations, etc. Je pense que au niveau du jeu, de l'effectif qu'ils avaient à leur disposition, là pour cette Coupe d'Asie, c'était trop juste pour faire mieux qu'une demi-finale. Donc je pense que demi-finale, c'est un bon résultat. Et je pense que, alors faudrait voir, mais la différence, tu vois, elle n'est pas dans les finances, façon de parler, elle n'est pas forcément dans le financement des infrastructures. Elle est dans la formation des jeunes. Je pense qu'il faut regarder de ce côté-là. Il faudrait comparer ce qui se fait aux Émirats Arabes Unis depuis à l'échelle du Qatar, depuis 10 ans, et voir lequel des deux travaille le mieux. Je pense que la réponse, elle sera assez facile à trouver.
On regardait juste l'âge moyen des deux sélections, hein, c'était plus âgé du côté des Émirats. Donc voilà, il leur manque peut-être un meilleur travail sur le long terme de formation des jeunes. À voir, tu l'as dit, hein, ils ont des partenariats avec des clubs. Je sais pas si, là j'avoue ma méconnaissance de la chose, je ne sais pas s'ils ont l'équivalent d'une Aspire Academy aux Émirats. Voilà, il leur manque peut-être ça s'ils ne l'ont pas. Très bien, écoutez, les Émirats en tout cas ont un modèle à suivre juste à côté de chez eux s'ils veulent s'inspirer pour le futur. On parle bien sûr du Qatar, même si ça doit les piquer un petit peu, surtout après cette défaite en demi-finale 4-0 et la victoire finale du rival et voisin et rival sur leur terre à Abu Dhabi. Passons maintenant, on va terminer un petit peu ces grosses sélections avec la Corée du Sud. La Corée du Sud, un petit peu comme le Japon, donc on ne doutait pas de les voir en huitième de finale. On ne savait pas trop si le chantier était encore assez solide pour aller très très loin. Ils sont tombés finalement en quart de finale 1-0 contre le Qatar. On l'a dit, le Qatar semblait irrésistible lors de cette compétition. Du coup, un petit peu comme le Japon, au final, c'est une mauvaise compétition. Quel bilan on peut tirer de ce tournoi des Sud-Coréens, Baptiste? Ah bah, c'est un échec total. C'est c'est un peu pour le coup, on peut pas dire autre chose. Ils étaient venus, avec l'objectif de gagner, c'était répété par les joueurs, c'était répété par, la fédération, c'était répété par le sélectionneur et se faire taper, comme par le Qatar en quart de finale, bah, c'est un échec. Surtout quand on voit le match, tu te dis: «Bah, le Qatar en fait n'a pas eu à faire grand chose». Les Coréens sont tellement mauvais que le Qatar pouvait jouer pendant 5 ans, jamais ils auraient pris un but et ça a été comme ça pendant toute la compétition. Ils ont pas été bons. Je sais que Nico va me dire: «Oh, tu sévère, ils ont eu, plusieurs occasions dans les autres matchs et cetera». Moi, je les ai trouvés bidons et c'est un travail, en fait, qui est dans la continuité de ce que fait Bento, en fait. Plus ça on avance dans le temps et plus le niveau diminue de l'équipe. C'est incompréhensible. Quand on voit ce qu'ils ont fait au mois de septembre, juste après la coupe du monde, c'était des super matchs. C'était défensivement, ça commençait à devenir un peu plus solide. Offensivement, ça jouait bien, ça se créait beaucoup d'occasions, ça permutait tout le temps, enfin voilà, Son Heung-min jouait pour l'équipe, c'était parfait. Et progressivement, on a vu une équipe complètement se délier en attaque. Ça proposait plus rien, les joueurs se comprenaient pas, ça avançait plus, c'était lent. Et en défense, on a retrouvé les mêmes choses, des erreurs défensives de gamins, des trucs un peu au lieu de dégager un ballon, ça tente un dribble derrière la jambe, ça glisse, ça laisse la balle à l'adversaire. Ça essaye de dégager, ça tire dans son pote. Enfin voilà, les mêmes choses qu'on voyait avant la coupe du monde, qu'on a vu aussi pendant la coupe du monde. Et voilà, donc là, en fait, la Corée du Sud, moi j'étais, comment dire? J'étais optimiste au mois de septembre. On est arrivé au mois de décembre, j'ai vu le dernier match face à l'Arabie Saoudite, j'y croyais plus une seule seconde. C'était complètement moisi. En plus de ça, il y avait encore des blessés, hein. Ça, vous irez voir l'article que j'ai écrit, pour Lucarne Opposé, les blessures, il faut vraiment que la KFA commence à devenir professionnelle et fasse quelque chose parce que c'est plus possible. Tu peux pas te retrouver à une compétition avec encore autant de blessés. Ki Sung-yueng, c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est le patron. 1er match, il se blesse et après tu le revois plus, alors qu'on était censé le revoir au bout de 2 matchs. Lee Jae-sung, il se blesse au premier match, on te dit une semaine d'arrêt, le mec est revenu en Allemagne et il joue toujours pas. Enfin, au bout d'un moment, il va falloir, quand même, se poser des questions et faire quelque chose parce que là, si l'objectif, c'est encore d'aller se faire éliminer en 2022 à la phase de groupe, ils y vont tout droit, hein, je les rassure. Ils vont y Mais arriver. en battant la France, du coup. Là, Mais pour en le coup, éliminant la France. oui, ils élimineront la France, mais après, on va dire: «Ouais, c'est très bien, on a battu la France». Mais non, enfin, là, il faut faire quelque chose, surtout que l'équipe va être amoindrie parce qu'elle est vieillissante et la génération qui arrive derrière, bah, moi, j'étais optimiste, mais il faut constater que soit elle a pas le niveau et elle se perd dans des choix de carrière qui sont complètement incompréhensibles. Donc Si j'ai bien compris dans ton article, bilan, de la compétition de la Corée du Sud sur le carnet opposé, donc Paulo Bento, lui, est parti pour, être reconduit. ah beh, son objectif de toute façon, enfin la KFA elle lui a dit, «Ton premier objectif c'est gagner la coupe d'Asie et ton second c'est d'aller à la coupe du monde et de faire une belle coupe du monde». Sauf qu'on sait très bien que l'objectif primordial de la KFA, c'est la coupe du monde. La coupe d'Asie, c'est un objectif officieux. Même s'ils lui disent qu'il faut la gagner, ils y comptent pas dessus. Tu peux pas, vouloir gagner la coupe d'Asie en changeant ton sélectionneur après la coupe du monde,
en faisant venir un étranger qui connaît absolument rien du pays, absolument rien des joueurs, et lui dire: «Hop, tu vas la gagner». Là, c'est se foutre de la gueule du monde. Quand de l'autre côté, tu as le Qatar qui travaille depuis 1 an avec un coach, que tu as l'Iran qui est avec Queiroz depuis je ne sais combien d'années, toi, tu fous un mec, qui connaît rien, il parle même pas la langue, enfin, il connaît aucun joueur, il connaît même pas le championnat, il arrive dans le pays, la première phrase qu'il dit, c'est une grosse merde. Il te dit quand même: Je crois qu'ils ont fini deuxième ou troisième de la dernière Coupe d'Asie». Enfin, écoute-moi, garçon, tu arrives dans une sélection, tu t'intéresses un minimum à ce qu'ils ont fait de récemment. Donc, c'est n'importe quoi. Et en plus, Bento est pas réputé pour être un coach qui a eu des énormes succès, qui a super bien fait jouer ses équipes. C'est un style défensif. Le jour où les Coréens sauront jouer défensif, on le saura. Hein. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. Euh, il y a quelqu'un qui avait parlé des latéraux. Moi, je veux bien les latéraux qu'on leur dit savent pas défendre, mais avec leur club, ils viennent tous les deux de John Book. Quand tu joues à John Book, tu défends pas. Tu peux pas défendre ton équipe, c'est uniquement de l'attaque. Ça écrase tout le monde parce que ça joue devant. Kim Jin-soo, c'est limite un ailier, c'est pas un arrière. Donc, D'accord. tu peux pas vouloir mettre en place une tactique défensive avec des joueurs qui ne le savent pas le faire. C'est pas possible. D'accord. Bon, Baptiste et on a compris très en colère, j'ai envie de dire, pour conclure cette page Corée du Sud, que Paulo Bento is the new Stileke. Allez, on termine cette Coupe d'Asie, ce bilan Coupe d'Asie. Je vous propose, messieurs, par un très rapide, en quelques mots, un petit rapide coup de cœur et déception, coup de cœur, coup de gueule. Commençons par toi, Baptiste, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, je mettrais le Qatar et deux joueurs que j'avais vus en 2016 lors la Coupe d'Asie des moins de 23 ans, qui était justement organisée au Qatar. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est Akram Afif, pardon, c'est pas Akrif, c'est Afif, et Abdelkarim Hassan, que j'ai trouvé aussi sur la compétition très bon. Et ces deux-là, moi, j'aime beaucoup. Et D'accord, ta déception, j'imagine. le coup de gueule, c'est les sorties de Kujachol et de Ki Sung-young qui quittent la sélection sur une défaite lamentable. Et encore pire pour Ki Sung-young, car n'a même pas eu l'occasion d'aider son pays pour sa dernière compétition internationale. Très bien. Et toi, Jordan? Alors, coup de cœur, le Qatar, évidemment, par rapport à tout ce qu'ils ont démontré dans cette compétition. Autre coup de cœur, le Kirghizistan, qui pour leur première apparition sont allés jusqu'en huitième de finale et ont failli sortir les Émirats Arabes Unis. Et par rapport à ce qu'ils ont démontré en poule et lors de leur huitième de finale, ils n'ont pas eu peur de jouer, de montrer ce qu'ils avaient sous le pied. Et du coup, c'est mon deuxième coup de cœur. Après, coup de gueule Corée du Nord par rapport à ce qu'ils ont démontré dans cette Coupe d'Asie. C'était, tu te demandais ce qu'ils foutaient sur le terrain, quoi. Fallait y voir pour y croire. Franchement, on aurait dit une équipe de district. Et ensuite, pour les coups de gueule, les chaussures balancées sur les gueules des Qataris en demi-finale par les supporters émiratis sur les Qataris. En Ça, effet, c'est un autre coup de gueule. C'est pas sport du tout. C'est pas sport du tout. C'est Et toi, ça. Nicolas, pour terminer? Eh ben, écoute, coup de cœur, j'ai envie de dire, il y a une chose qu'on n'a pas trop souligné, c'est le fait que on était à 24 cette année et qu'on a donc eu une expansion. Et comme je sais que c'est pas trop à la mode de dire que c'est bien quand on augmente le nombre d'engagés, on s'aperçoit que sur cette Coupe d'Asie, à l'exception de la Corée du Nord, je suis pas convaincu qu'on puisse dire que le reste n'avait pas sa place dans la compétition, bien au contraire, parce qu'on a eu quand même de sacrées belles découvertes et de pays qui arrivaient à leur première ou qui n'étaient pas revenus depuis je ne sais plus combien d'années. Et de manière générale, donc ça sera, tu vois, plus un coup de cœur général, je trouve, et justement, ça rejoint un petit peu mon coup de gueule de tout à l'heure. J'ai entendu dire que le niveau tactique était encore chancelant et tout. Je trouve qu'elle a été assez cohérente du point de vue tactique et c'est ce qui explique aussi qu'on a des résultats parfois plus difficiles à pronostiquer qu'auparavant parce que je trouve que ça travaille bien sur les aspects de discipline tactique de la plupart des nations. Donc je l'ai trouvé très intéressante sur le plan du jeu, cette compétition, contrairement à ce que l'on veut bien nous faire croire. Et puis après, coup de gueule, je crois que j'en ai passé un bon tout à l'heure. Mais qui n'était pas contre la compétition. Coup de gueule, j'aurais tendance à dire le VAR, parce que c'est insupportable. Et on a eu plusieurs exemples de décisions au VAR voilà, qui, une fois de plus, ont généré plus de polémiques qu'autre chose, ou des non-utilisations de VAR alors qu'il aurait fallu. Enfin voilà, tout ça pour dire
que va peut-être falloir envisager de revenir comme c'était avant. C'était pas plus mal. On pouvait grogner, mais au moins on n'avait pas des images. On pouvait pas dire ah ouais, mais ils avaient les images. Enfin voilà. Maintenant, on a des exemples pour dire que ça Ça nous marche gêne. pas. Enfin, tu as des exemples pour dire que ça ne marche pas. Et ben moi, j'ai envie de donner un petit peu mon avis aussi. Et en fait, ça s'entendait pas parce que voilà, je me suis fait silencieux. Mais il se trouve, Nicolas, que j'étais en train de pester pendant que tu donnais ton coup de cœur, puisque c'est exactement le même et on ne s'est même pas concerté. Voilà, moi aussi, mais tu as tout dit. Donc voilà, c'est très frustrant. Voilà, moi aussi, je me félicitais de ces passages à 24 et du niveau global, la compétitivité qu'on a vu de petites équipes, de petites découvertes. Alors, bon, il y a ceux qui n'ont pas passé le premier tour, le Bahreïn, le Liban, qui était très bien, et puis il y a ceux qui sont passés, comme la Jordanie, le Vietnam m'a beaucoup plu, la Thaïlande aussi, enfin voilà, tout un tas de pays où le Bahreïn est passé, pardon. Mais voilà, globalement, cette coupe continentale s'est étoffée. On a vu de nouvelles sélections qui ont été mises en lumière. On a vu qu'il y avait du travail, on a vu qu'il y avait du bon travail. Et ça fait énormément de plaisir parce que ça montre que cette compétition sera plus compétitive qu'avant, que peut-être certains vont pouvoir progresser pour les petits, mais aussi pour les gros. Après tout, par exemple, l'Australie, on n'en a pas parlé, mais l'Australie était venue en AFC pour progresser parce qu'elle avait un problème du même ordre dans la fédération océanienne. Voilà, est-ce que tout ça peut faire progresser le football asiatique? Je le pense. Et puis voilà, coup de cœur, moi je reste aussi quand même sur le Vietnam. Le Vietnam m'a beaucoup plu. Et coup de gueule, c'est pas un coup de gueule, c'est une déception. Parce que dans tout ça, justement, il y a les bons élèves. Voilà, autant les gros, Iran, Japon, voilà, on dit ce qu'on en veut, c'est un chantier, c'est voilà, ils ont raté, bon, ils sont là depuis longtemps. Mais mon coup de cœur était donc ces petites sélections, c'est les bons élèves. Et dans ces petites sélections, il y a des mauvais élèves qui étaient en effet la Corée du Nord qui la Corée du Nord, c'est même pas décevant, c'est que c'était gênant. Et l'Inde, que je pensais en progression et qui a été très, 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 très décevante. C'est vrai que pour revenir sur ce que disaient Nicolas et toi-même, cette compétition à 24 participants pour la première fois, c'était quand même vachement agréable. Et puis aussi de voir l'apparition des huitièmes de finale. C'était vraiment quelque chose de bien et d'intéressant à renouveler pour les prochaines éditions. Et quand on repense que lors de la première édition à Hong Kong, il n'y avait que 4 participants, il y a bien du chemin qui a été fait depuis. Oui, justement, la Corée ne gagne plus depuis ce temps-là. Merci messieurs, merci beaucoup pour ce nouveau bilan. Et c'était très chouette de suivre cette compétition sur le Carnet Opposé, le seul média francophone qui l'a véritablement suivi. On le rappelle. Merci Nicolas. Merci à toi Simon, merci à tous. Merci Baptiste. Merci à tous. Et merci Jordan. Merci à toi et on suivra de très près le Qatar et le Japon à la Copa América au Brésil cet été. Très bon mot de la fin. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut les amis!